La sensation de l'huile hydraulique s'infiltrant lentement à travers la toile épaisse de sa combinaison avait quelque chose d'étrangement familier pour Elena Morales. Allongée sous le train d'atterrissage d'un Falcon F-18, elle travaillait avec la précision d'un chirurgien, chaque geste maîtrisé malgré le vacarme métallique qui résonnait dans le hangar numéro 4 de la base aérienne de Redstone, en plein désert du Nouveau-Mexique. Voilà 8 mois qu'elle réparait leurs avions, discrète et efficace, mais il suffisait d'une seule voix pour briser son fragile anonymat. Celle de l'adjudant-chef Martin Doyle, tranchante et arrogante, déchirant le brouhaha comme une lame glissant sur la soie. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour soutenir d'autres récits qui rendent hommage à ces héros silencieux du quotidien. 25 minutes sur un simple ajustement du train d'atterrissage. Claironna Doyle en consultant ostensiblement sa montre devant un petit attroupement de mécaniciens. Voilà pourquoi on ne devrait jamais confier nos appareils à ces soi-disant techniciennes civiles. Son regard la balaya avec mépris. Embauche de vitrine, soi-disant diplômée, sans doute formée par des tutos sur Internet, les rires fusèrent, acides, résonnant entre les murs du hangar comme un écho de poison. Plusieurs téléphones sortirent des poches, immortalisant la scène pour un autre épisode du petit spectacle matinal de Doyle. Mais Elena, les mains maculées de graisse, continua son travail, sans trembler. Ses mains, plus que ses mots, parlaient pour elle. Elle ajusta 1 fois, 2 fois, 3 fois la ceinture de cuir élimée qui pendait à sa taille, ce geste répété tant de fois ailleurs dans d'autres vies, là où la moindre hésitation coûtait plus qu'un avion. Le boulon qu'elle inspectait depuis 10 minutes céda enfin, révélant des fissures de contrainte que 3 mécaniciens militaires n'avaient même pas remarquées durant l'inspection. Doyle s'approcha d'elle, son ombre recouvrant la lumière crue de son espace de travail. Son bottillon ciré heurta délibérément sa boîte à outils, projetant clés et écrous sur le sol bétonné dans un fracas métallique. « Tu m'écoutes au moins, Morales ?» lança-t-il d'une voix pleine d'assurance, celle d'un homme que personne n'avait jamais osé contredire. Ou c'est encore une compétence que tu fais semblant d'avoir, comme l'anglais? Elena serra la mâchoire, mais ses mains restèrent nymphes fermes lorsqu'elle retira la pièce endommagée. Elle savait trop bien ce qu'une erreur ici signifiait. Un pilote ne rentrerait peut-être pas. À quelques mètres de là, elle perçut le regard du capitaine Sandoval debout à la porte vitrée du bureau. Ses yeux semblaient porter autre chose qu'un simple intérêt professionnel, une reconnaissance silencieuse peut-être, ou le souvenir de quelque chose d'enfoui depuis longtemps. Ce que Doyle ignorait, ce que tous ignoraient, c'est que dans 72 heures, une communication ennemie allait crépiter sur des canaux sécurisés et un nom que l'on croyait disparu depuis 5 ans serait prononcé à voix basse, un nom qui ferait frémir Doyle lorsqu'il découvrirait que la femme qui l'humiliait depuis des mois avait déjà été marquée pour mort par des ennemis bien plus dangereux que lui. Chaque matin à 4h30, le réveil d'Elena l'arrachait à des rêves sans contour, des fragments d'images qui la laissaient systématiquement à vérifier la porte d'entrée. Son appartement, comme elle, semblait provisoire. Meubles de location, aucune décoration personnelle, rien qui ne puisse être abandonné en quelques heures. Son rituel matinal relevait d'une discipline militaire déguisée en somnolence. Café noir, assez fort pour ressusciter un mort, en vérifiant d'une main le planning de maintenance sur un vieil ordinateur rafistolé au ruban isolant. Sur la route déserte vers la base, elle observait dans ses rétroviseurs la circulation clairsemée, toujours prête à remarquer une voiture qui la suivrait. Paranoïa peut-être, ou pas. 5 ans en tant que civil auraient dû émousser ses réflexes. Mais il ne l'avait jamais vraiment quitté. Première arrivée au hangar signifiait première à remarquer ce que les autres oubliaient. Elle parcourait la baie comme un détective sur une scène de crime, décelant les anomalies, identifiant les problèmes avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. Elle possédait un instinct presque surnaturel pour diagnostiquer un dysfonctionnement, rien qu'au son, à la vibration, ou à la façon dont un métal fatigué altérait la tonalité de ses gémissements sous tension. Mais elle enterrait ce talent sous une façade de discrète compétence, laissant d'autres s'approprier ses réussites. Mieux valait rester invisible, c'était plus sûr, ça l'avait toujours été. La campagne de Doyle avait commencé comme elles le font toujours, sournoise. Une remarque ici, une formation oubliée là. Mais le chagrin agit comme un poison qui cherche toujours une issue. Et Elena était devenue son exutoire. À travers ses gestes crispés et son obsession maniaque du règlement, elle sentait la présence fantomatique d'un nom qu'il ne prononçait jamais, son frère, Hugo.
La douleur de Doyle s'était figée dans une forteresse de protocole, une obsession des règles, chaque écart le blessant comme une offense personnelle. Et elle, avec son génie instinctif, était une arme de siège contre sa forteresse. La suite avait été prévisible. Documentation minutieuse de chacun de ses gestes, photos de ses interventions, compilation obsessionnelle de ce qu'il croyait être des preuves de négligence. Il l'affectait aux pires tâches, aux horaires les plus ingrats, tendait des pièges pour la ridiculiser en public avec une précision cruelle. Et enfin son coup de maître, les rumeurs. Il avait commencé à chuchoter sur son passé, insinuant que son CV était truqué, que ses diplômes étaient factices, que son dossier méritait d'être examiné de plus près. Les murmures la suivaient désormais partout sur la base, une fumée rampante qui s'insinuait dans chaque regard et chaque commentaire sur son travail. Mais ce que Doyle ne comprenait pas, c'est que certains passés sont faits pour rester enterrés, et que certains noms sont plus dangereux à prononcer qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Car quelque part, dans l'ombre, au-delà du désert, des ennemis à la patience meurtrière attendaient exactement ce genre d'imprudence pour retrouver la trace du fantôme qu'ils traquaient depuis 5 longues années. Le soir, lorsque sa journée prenait fin, Elena retirait sa ceinture d'outils, lourde de souvenirs. Le cuir usé avait senti d'autres mains, dans d'autres lieux, là où elle avait dû tenir la frontière fragile entre la vie et la mort. Elle savait que demain viendraient de nouveaux affronts, de nouvelles humiliations. Mais ce soir, dans la solitude de son appartement spartiate, elle nettoyait ses outils avec la même application qu'autrefois, lorsqu'elle désarmait des bombes capables de raser des quartiers entiers. Et dans un recoin de son esprit, une alarme muette sonnait déjà. Le genre d'instinct qui lui avait sauvé la vie plus d'une fois. Doyle n'était peut-être que la première vague. Le capitaine Sandoval avait remarqué les incohérences dans son dossier 3 semaines après son arrivée. Ces techniques de réparation utilisaient des méthodes enseignées dans des programmes spécialisés, des formations auxquelles aucun civil n'avait jamais accès. Quand il avait tenté de lui poser des questions avec légèreté, elle avait éludé avec le sourire de quelqu'un qui avait déjà beaucoup menti dans sa vie. Elle avait parlé de bricolage dans le garage de son père, de quelques cours en ligne. Mais Sandoval avait la mémoire longue. Quelque chose dans la façon dont ses mains bougeaient, dans la cartographie des cicatrices sur ses phalanges, ravivait le souvenir d'une nuit dans un village afghan, des cris, du sable, et une voix féminine qui calmait la panique par son sang-froid. L'enquête discrète qu'il avait lancée révéla des failles soigneusement construites. Elena Morales existait sur le papier depuis 5 ans. Mais avant, rien, ou presque. Les dates de ses emplois civils coïncidaient étrangement avec les calendriers de déploiement militaire. Ses certifications étaient bien réelles, mais obtenues par des voies accélérées, réservées d'ordinaire aux anciens combattants. Plus il tirait le fil, plus il comprenait que ce n'était pas une imposture, mais une protection. Quelqu'un avait bâti cette identité avec la rigueur d'un programme de protection des témoins. Mais pourquoi ? Et pourquoi une simple technicienne civile aurait-elle eu besoin d'une telle couverture? Pour Doyle, la bienveillance de Sandoval envers Elena n'était qu'une preuve supplémentaire de la conspiration qu'il croyait déceler. Il commença à envoyer ses preuves à la sécurité de la base, exigeant une enquête officielle sur Morales et par extension sur Sandoval. Son dossier devint une croisade, ses notes devinrent plus personnelles, photographiant son appartement, notant ses horaires, traquant ses habitudes. Et comme toutes les croisades, celle-ci réclamait un martyr. Elle cache quelque chose, souffla Doyle un matin à l'oreille de l'adjudant Morel, son acolyte de briefing. Personne ne devient aussi doué avec quelques tutos et un papa bricoleur. Et Sandoval le sait. C'est pour ça qu'il la protège. Morel, un vétéran pragmatique, leva les yeux de ses papiers. Ou peut-être qu'elle est juste bonne dans ce qu'elle fait, ça existe, tu sais, mais Doyle ricana, un rire amer qui n'avait plus rien de drôle depuis longtemps. C'est une menace pour la sécurité, une bombe à retardement. Quand elle fera une erreur et que quelqu'un en paiera le prix, ce sera sur la conscience de Sandoval. C'est ce jour-là qu'il commit sa plus grande erreur. Frustré par l'inaction du commandant de la base et l'indifférence apparente des supérieurs, Doyle rassembla son dossier et transmit son rapport sur plusieurs canaux militaires, espérant que quelqu'un, quelque part, se déciderait enfin à agir. Il ne se doutait pas que ces canaux, compromis depuis des mois par des services ennemis, n'attendaient qu'un tel rapport pour repérer leur cible. Dans un bureau anonyme de Sofia, à des milliers de kilomètres, un écran s'alluma.
Le visage d'Elena Morales, assorti d'un nom soigneusement effacé depuis 5 ans, apparut dans un cadre rouge. La légende en cyrillique était claire, lieutenant Isabella Peralta, vivante, à éliminer. Elena sentit le changement avant même d'en avoir la preuve. Comme une pression dans l'air avant l'orage. Ces années d'instincts aiguisés hurlaient que quelque chose venait de bouger, que des regards invisibles se posaient sur elle. Elle commença ses préparatifs d'extraction en silence, mettant à jour ses faux papiers, révisant ses itinéraires, calculant combien de temps il lui faudrait pour disparaître à nouveau. Mais chaque jour apportait une contradiction plus lourde à porter. Elle voyait des erreurs évitables, des procédures bâclées qui mettraient en danger des pilotes innocents si elle disparaissait. Comment pouvait-elle se contenter de sauver sa peau quand elle savait combien d'autres vies dépendaient de son travail? Le pivot arriva sous une forme banale. Un jeune technicien lui tendit une tablette en riant nerveusement. « Vous avez vu? Vous êtes devenu viral, dit-il. » Sur l'écran, une vidéo tournée la veille, où Doyle la ridiculisait devant tout le monde, avait été partagée et commentée des centaines de fois dans des forums militaires. Mais ses yeux, eux, ne virent qu'un détail que les autres avaient manqué. Dans la vitre derrière elle, on apercevait un reflet, quelqu'un qui la photographiait depuis un autre angle, un homme dont la posture trahissait un entraînement professionnel. Le filet se refermait et Doyle venait d'offrir aux chasseurs la piste qu'ils attendaient depuis des années. Ce soir-là, Sandoval la trouva seule, sous un avion à moitié désossé, ses mains plongées dans les entrailles d'un moteur. Il ne dit pas son nom tout de suite. Il se posta dans la lumière blafarde et attendit qu'elle lève enfin les yeux vers lui. « Lieutenant Peralta », murmura-t-il finalement. Ses mains s'arrêtèrent, mais elle ne détourna pas le regard de la pièce sur laquelle elle travaillait. « Je n'ai pas entendu ce nom depuis longtemps, capitaine », répondit-elle calmement. Il esquissa un sourire sans joie. « Je crois bien que vous étiez encore lieutenant quand vous m'avez arraché à la mort cette nuit-là. » Un silence lourd s'installa. Tous deux revoyaient le village, les flammes, la poussière et ce miracle qu'elle avait accompli avec une paire de pinces et des mains qui ne tremblaient jamais. Elle avait sauvé Sandoval alors que tout s'écroulait. Cette nuit, c'était à son tour de la sauver. « Ils arrivent », lui dit-il enfin, la voix plus grave que jamais. Doyle a envoyé ses rapports sur des canaux infiltrés. Ils savent où vous êtes, ils savent que vous respirez encore. Et croyez-moi, ils n'ont pas oublié ce que vous leur avez coûté. Elle tourna enfin la tête vers lui. Ses yeux fatigués contenaient plus de résignation que de peur. « Combien de temps ?» demanda-t-elle simplement. « 72 heures, peut-être moins. Ils sont patients. Mais la patience est leur arme la plus dangereuse. » Cette nuit-là, la ceinture d'outils à sa taille lui sembla plus lourde qu'à l'accoutumée. Elle se souvenait d'autres outils, d'autres nuits, là où ses mains avaient été la seule barrière entre le chaos et l'ordre. Elle avait cru pouvoir fuir tout ça, réparer des avions au lieu de réparer des vies. Mais la lumière des projecteurs de Doyle avait tout détruit, et la tempête arrivait. 3 jours plus tard, la routine du matin vola en éclats dans la sirène stridente d'une alerte rouge. Des communications ennemies interceptées laissaient deviner une opération d'infiltration soigneusement planifiée. Et un message codé, glacial, fut capté sur un canal sécurisé. L'ingénieur fantôme est toujours vivante. Le paradis attend celui qui terminera le travail. Le monde soigneusement bâti d'Elena s'effondra en un battement de cœur. Les noms qu'elle portait dans sa mémoire, Serrano, Dominguez, Jiménez, les hommes morts à cause d'elle, ou plutôt à cause de ce qu'elle savait, revenaient frapper à sa porte. Elle chuta à genoux sur le béton du hangar, ses mains tremblantes, s'accrochant à sa ceinture comme à une bouée. Les images revinrent. Le sable, la sueur, les cris, le mortier tombant comme une pluie maudite. Serrano lui avait crié « Des mains stables, lieutenant, où on y passe tous !» Elle avait trouvé la bombe secondaire là où aucun manuel ne l'aurait indiqué. Elle avait sauvé des dizaines de vies, mais pas celle de Serrano. Autour d'elle, la base se tut, choquée de la voir à terre, les yeux pleins de larmes. Même Doyle, qui jusque-là ne voyait en elle qu'un obstacle à écraser, resta figé en la voyant ainsi, brisé par des fantômes qu'il n'avait jamais connus. Sandoval posa un genou à ses côtés, ses mots l'arrachant à l'abîme. « Vous nous avez tous sauvés cette nuit-là, Isabella. Laissez-nous vous sauver maintenant. » Le briefing d'urgence qui suivit déchira le voile des 5 années de mensonges. Elena Morales n'existait plus. Dans la salle de commandement, sous le regard inquisiteur du général Baptiste, elle répondit à son véritable nom, prononcé cette fois sans hésitation. Lieutenant Isabella Peralta s'est déclara Baptiste, officiellement morte lors de l'opération Minuit Noir. Officieusement, la meilleure spécialiste contre IED que l'armée ait jamais formée.
et maintenant civile, réparant des trains d'atterrissage au Nouveau-Mexique. Assise bien droite, Isabella soutint le regard du général. « Je n'ai jamais cessé de servir, monsieur. J'ai continué à sauver des vies. La mission ne change pas. Seul le titre change. » À sa droite, Martin Doyle, le visage ravagé par la honte et la compréhension tardive, ne prononça pas un mot. Lui qui l'avait persécuté des mois durant pour protéger la mémoire de son frère, venait d'apprendre la vérité, que son propre frère Hugo avait été tué à cause d'informations qu'il avait inconsciemment laissées fuiter. Informations qui avaient permis à l'ennemi de localiser l'unité d'Isabella 5 ans plus tôt. Ses rapports méticuleux, qu'il croyait protecteurs, avaient été détournés. Hugo avait été victime d'une vengeance visant celle qu'il protégeait aujourd'hui. Le commandant Baptiste enfonça le clou. En tentant d'exposer Morales, vous avez répété la même erreur que votre frère, adjudant. Vos rapports ont traversé des canaux compromis, livrant la position d'une cible de haute valeur à des services étrangers. Cette base tout entière est maintenant menacée. Doyle resta pétrifié, incapable de soutenir le regard d'Isabella. Mais elle, pourtant, le fit pour lui. Sa voix était douce, presque tendre. Votre frère était un bon soldat, rigoureux, honnête. Ses rapports ont sauvé des vies, malgré tout, comme les vôtres le feront désormais, si vous choisissez de voir plus loin que votre colère. Le choc fut brutal, mais la clarté l'était davantage. Le même zèle maniaque qui avait nourri la haine de Doyle devint alors son arme pour protéger celle qu'il avait juré d'abattre. Quand il sortit de cette salle, il ne la regardait plus comme une ennemie, mais comme la mission elle-même. Les heures suivantes furent de consacrées aux préparatifs. La menace n'était plus hypothétique. Les renseignements interceptés confirmaient l'arrivée imminente d'une équipe ennemie, composée de professionnels, anciens militaires, rompus à l'infiltration et aux opérations de sabotage. Leur plan était clair, détruire les appareils, assassiner la Fantôme, disparaître dans le désert. Cette fois pourtant, ils ne seraient pas pris au dépourvu. Isabella reprit son rôle avec une précision glaciale, inspectant chaque avion comme si la moindre vis pouvait cacher une bombe. Elle forma les techniciens, y compris Doyle, aux signes à repérer. Un fil trop neuf, un écrou trop propre, une rayure au mauvais endroit. Doyle, lui, photographia chaque anomalie, dressant une cartographie minutieuse des vulnérabilités du hangar. Ce qu'il avait autrefois fait contre elle, il le faisait désormais pour elle. « Je dois savoir », souffla-t-il un soir, tandis qu'ils inspectaient les systèmes hydrauliques d'un Mirage. « Combien sont morts à cause des rapports d'Hugo ?» Isabella posa sa clé plate, le regard fixé sur les circuits. « Vous ne pouvez pas compter les morts et les vivants comme sur un registre comptable. Votre frère a sauvé plus de vies qu'il n'en a coûté. Et vous aussi, vous pouvez le faire, à condition d'apprendre de vos erreurs. » Le soir du 3e jour, la base respirait une tension électrique. Chacun jouait son rôle comme un instrument dans un orchestre silencieux. L'attaque se produisit comme elle l'avait prédit, subtile d'abord. Elle les vit la première. Des silhouettes en combinaison de maintenance, qui n'étaient pas de la base. Les badges étaient parfaits, sauf la couture d'un uniforme, la raideur d'une posture, la façon dont un regard balayait la pièce. Elle porte sa radio à ses lèvres et murmura « Sécurité baie Nord-Ouest », 4 individus en tenue technique, professionnelle. L'alerte fut discrète. Aucune sirène, aucun mouvement précipité. Seulement un resserrement imperceptible du filet autour des intrus. Doyle, posté en surplomb, transmit les détails, sa voix ferme malgré la peur. 2 équipes, ils convergent vers le hangar principal. Ils savent exactement où elle est. Le premier affrontement fut presque banal. Un des infiltrés s'approcha d'un accès sécurisé, croyant Isabella occupée ailleurs. Elle émergea de sous un avion, se dressant face à lui, dans le halo blafard des néons. Pendant une seconde, ils se fixèrent, prédateurs et proie inversés. L'homme parla en anglais teinté d'un fort accent slave. « Lieutenant Peralta, enfin, vous êtes plus persistante qu'on ne le pensait. » Elle ne bougea pas, la main posée sur sa ceinture d'outils. « Pas assez, visiblement, répondit-elle d'un ton égal. Nous avons attendu 5 ans pour ce moment, poursuivit-il. Pour venger les nôtres, les opérations que vous avez détruites, les vies que vous nous avez prises. Son regard resta de glace. Combien d'innocents vos bombes auraient-elles pris? Combien de familles vos embuscades auraient-elles brisées? La conversation s'arrêta là. Sa main glissa vers son arme dissimulée dans la ceinture. La sienne frappa plus vite encore. D'un geste fluide, elle désarma et neutralisa l'homme avant qu'il ne puisse tirer.
Le bruit attira ses complices. Le hangar explosa en chaos maîtrisé. Les forces de la base, guidées par les indications de Doyle et les ordres précis d'Isabella, encerclèrent méthodiquement les assaillants. Mais le chef du commando, un vétéran aussi calme que déterminé, réussit à se glisser jusqu'à elle. Il émergea des ombres, son arme déjà levée. « Vous avez détruit ma famille », souffla-t-il. « Maintenant, je détruis la vôtre. » Elle ne répondit pas, prête à réagir. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, Doyle surgit derrière lui, comme un fantôme dans la nuit. « Pour Hugo », murmura-t-il, et d'un geste brutal, il mit fin à la menace. Quand le silence retomba sur le hangar, Isabella croisa le regard de Doyle. Cette fois, il n'y avait plus ni haine ni mépris, seulement la reconnaissance mutuelle de deux âmes blessées qui avaient trouvé un sens dans la rédemption. À l'aube, le silence pesait encore sur la base aérienne. Le hangar portait les stigmates de la nuit, éclats d'armes neutralisées, traces de pas hâtifs, odeur de cordite mêlée à celle de l'huile. Dans le bureau du commandant, sous les drapeaux et les néons blafards, Isabella se tenait droite. Cette fois, il n'y avait plus de masque. Elle était elle-même, entière. À côté d'elle, Doyle, crispé, attendait son sort et derrière eux, Sandoval gardait son éternel calme de vieux soldat. Le général Baptiste fit glisser un dossier vers elle. « Lieutenant Peralta, dit-il avec un respect à peine voilé, votre couverture est compromise. Vos ennemis savent où vous êtes et l'armée ne peut plus garantir votre sécurité en vous laissant civil. » Il marqua une pause, ses yeux plongés dans les siens. « Mais vos compétences sont indispensables. Je peux vous faire transférer sous une nouvelle identité, ailleurs, ou vous pouvez demander votre réintégration officielle. » Elle inspira profondément, presque soulagée d'enfin pouvoir dire ce qu'elle gardait au fond d'elle depuis 5 ans. « Monsieur, je suis fatigué de courir, fatigué de me cacher, fatigué de voir des erreurs se répéter parce que j'ai peur d'exister. Si l'armée veut encore de moi, alors je veux servir à nouveau, ouvertement, avec mes compétences et mes cicatrices. » Le général hocha la tête lentement. « Une dernière question, pourquoi rester? Pourquoi reprendre du service alors qu'ils continueront de vous traquer ?» Elle répondit sans hésiter. « Parce que chaque vie sauvée mérite le risque, et parce qu'on ne guérit pas en fuyant. » À ses côtés, Doyle se redressa, le regard déterminé. « Je sais que mes actes ont mis cette base en danger, monsieur. Je ne cherche pas d'excuses, mais je connais désormais mieux que quiconque les menaces auxquelles elle fait face. Je veux continuer à protéger ce que j'ai failli détruire. Je demande à rejoindre son équipe. » Le général soupira et se leva, posant ses mains sur le dossier de son fauteuil. « Très bien, par l'autorité qui m'est conférée, je vous réintègre dans vos fonctions de Peralta. Vous serez promue commandante en charge de la création d'un centre de formation nationale contre les IED et opérations clandestines. » Il se tourna vers Doyle. « Vous conserverez votre grade, mais vous rejoindrez le programme sous sa supervision. Vous aurez beaucoup à prouver. » Sandoval, qui était resté silencieux jusque-là, fit un pas en avant. « Avec votre permission, monsieur, je demande à être transféré dans son unité. Pour la sécurité rapprochée et la coordination opérationnelle. » Le général eut un sourire discret. « Accordez ce trio, approuvez cette nuit que même dans le chaos, l'ordre peut renaître. » 6 mois plus tard, la commandante Isabella Peralta arpentait les couloirs flambant neufs du centre de développement avancé contre les engins explosifs, désormais établi à la base de Redstone. En uniforme, ses galons brillant sur l'épaule, elle avait retrouvé sa place. Devant elle, une salle de jeunes soldats l'attendait, chacun accroché à ses lèvres. « L'ennemi a un avantage », commença-t-elle en appuyant ses mains sur la table. « L'imagination, il n'est pas contraint par nos manuels, nos procédures, nos attentes. Il innove, il s'adapte, et nous devons le devancer, penser comme lui, mieux que lui. » Dans la première rangée, Doyle griffonnait frénétiquement dans son carnet. Sa rancune d'autrefois s'était transformée en une soif d'apprendre, d'anticiper. Sandoval, à l'arrière de la salle, observait discrètement, veillant toujours sur elle. À la fin du cours, une jeune soldate leva timidement la main. « Commandante, comment faites-vous pour continuer à avancer quand ça devient personnel, quand c'est votre nom, votre visage qu'il vise ?» Isabella sourit doucement, un sourire triste mais sincère. « Parce que ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de ceux qu'on protège, de ceux qui rentrent vivants parce qu'on a fait notre travail. Ne laissez jamais la vengeance vous détourner de votre mission, ou vous perdez ce que vous êtes venu défendre. » Ce soir-là, sur le tarmac, le soleil déclinant baignait la base d'une lumière dorée. Elle s'arrêta devant le mur commémoratif érigé dans son bureau, caressa du bout des doigts les noms de Serrano, Dominguez, Jiménez et Hugo Doyle, chaque nom un sacrifice transformé en leçon.
Derrière elle, Doyle entra, un dossier sous le bras. « Commandante » dit-il. Puis après une pause, « Merci de m'avoir laissé une deuxième chance. » Elle le regarda longuement. « Vous l'avez gagné, adjudant, chaque jour depuis cette nuit, et votre frère serait fier de vous. » Quelques semaines plus tard, le général Baptiste annonça la prochaine étape. 5 nouveaux centres, sur d'autres bases, et la promotion d'Isabella au grade de lieutenant-colonel pour superviser l'ensemble du programme. Cette fois, elle n'avait plus rien à prouver, plus besoin de se cacher. Le soir même, elle sortit sur la piste avec Doyle et Sandoval à ses côtés. Ils regardèrent ensemble les avions décoller dans le ciel étoilé, rugissant vers d'autres théâtres d'opération. « Lieutenant-colonel Peralta », murmura Doyle en souriant. « Ça sonne bien. » Elle se contenta de répondre, les yeux fixés sur les étoiles. « Ce qui compte, ce n'est pas le grade, c'est le travail. Ce sont les familles qui ne recevront jamais la visite du messager. Les soldats qui rentreront vivants. » Puis, presque machinalement, elle ajusta sa ceinture d'outils. 1 fois, 2 fois, 3 fois, toujours 3. Un rituel qu'il avait gardé en vie jusque-là et qui l'accompagnerait encore longtemps. Dans la nuit calme, les menaces continuaient d'exister. D'autres ennemis se préparaient sûrement déjà dans l'ombre. Mais désormais, elle avait une équipe, une mission et une certitude. Le fantôme avait cessé de fuir. Elle appartenait à nouveau à la lumière. Elle avait trouvé son chez-soi. Pas un lieu, mais une raison d'être. Et demain, elle se lèverait pour continuer le combat. Pour ceux qu'elle aimait, pour ceux qu'elle n'avait jamais rencontrés, pour ceux qu'elle sauverait encore. Car parfois, les héros ne sont pas ceux qui évitent la tempête, mais ceux qui choisissent de se tenir debout quand elle éclate. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté des histoires de la vie quotidienne. Et vous, d'où nous regardez-vous? Dites-le nous en commentaire. Nous adorons lire vos messages venant des 4 coins du monde.